passer à la première table ronde consacrée à la présentation du traité de concession d'aménagement qui va être illustré avec 3 projets urbains. Donc j'appelle à cette table Monsieur Pierre Vic, adjoint au directeur territorial Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse de l'EPF GE, Pauline Barnier, chargée d'études EPF GE, et Nicolas Guénaud, directeur de projet à la Société d'équipement du bassin lorrain pour la CEVL Grand Est. Merci. Je vais vous laisser ma place. Je vais vous laisser ma place, je reviendrai pour la deuxième table ronde. J'espère qu'on ne va pas vous endormir et que vous aurez plein de questions parce que le but aussi c'est que ça soit interactif. Et une question suscite une autre question, donc il ne faut vraiment pas hésiter. C'est vraiment l'objectif du forum d'échange, c'est comme ça qu'on a imaginé le concept, voilà, pour qu'il y ait vraiment un échange, une interaction avec la salle, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Et puis si vous vous dites que ce n'est pas le bon format, on réfléchira à un nouveau format. Les enjeux qu'on a identifiés sur la ville de Toul et sur le centre-ville d'une ville moyenne, donc on était dans le cadre d'une population qui était vieillissante, précarisée. On a bien sûr de grosses préconisations en matière de patrimoine. On est sur un centre-ville historique, donc en termes de réhabilitation, ça prend toujours un peu plus de temps. Et il y a vraiment cet intérêt patrimonial à tenir compte. Et on a également une tramvière contrainte sur le centre-ville médiéval, c'est-à-dire avec des immeubles qui présentent des typologies avec pas ou peu d'espace vert, pas de place de stationnement, pas de garage, des choses comme ça. Donc très clairement, on cumulait pas mal de caractéristiques qui n'étaient pas toujours favorables à une réhabilitation qui correspondait aux normes actuelles de n'importe quelle personne qui rechercherait une petite maison en centre-ville avec son jardin et son garage et sa place de stationnement. Et donc clairement, l'idée c'est d'avoir travaillé sur des immeubles qui ont été ciblés en 2017, donc via des tournées avec les aménageurs et notamment avec l'EPF. On était dans le cadre d'une convention centre-bourg qu'on avait signée avec l'EPF pour faire le tour un peu des différents immeubles du centre-ville et essayer d'identifier les immeubles qui présentaient l'état de dégradation le plus avancé. Donc voilà, là on a un panorama des 30 biens qui sont ciblés par les élus de la ville de Toul. Alors on a une partie des biens qui sont intégrés au traité de concession et il y a une partie des biens qu'on a ciblés en tant que ORI, donc opération de restauration immobilière, qui là vraiment sont plutôt sous le coup d'un gros accompagnement de l'opérateur au péage et après qui pourrait passer en procédure d'expropriation type ORI. Le traité de concession, donc voilà, il faut l'imaginer un peu sur un mode d'un marché public que la ville formule avec un besoin, des biens ciblés et un budget aussi pour permettre l'équilibre de l'opération. Je vous fais fi des bases réglementaires, mais on pourra vous retransmettre dans le cadre du club des documents ou autres sur lesquels on a travaillé aussi pour sécuriser vraiment un maximum au plan juridique et financier le traité de concession parce que c'est un risque aussi pour la ville. La définition géographique du traité de concession, bon, on y est revenu avec Madame Dicondienne tout à l'heure, avec toujours ce périmètre évolutif. Alors il est évolutif, certes, mais il faut toujours qu'on ait en tête qu'il y a un équilibre financier à respecter et que c'est plutôt des mètres carrés à réhabiliter aujourd'hui. On imagine des mètres carrés à réhabiliter, qu'on sort, qu'on fait rentrer. Et quelque part, il faut toujours qu'on tienne, je viens de M. Guénaud, mais il faut toujours qu'on tienne l'équilibre financier du traité de concession. Voilà, tout à l'heure, je vous parlais du chiffre des 5,2 millions d'euros, qui sont vraiment les dépenses estimatives qu'on avait imaginées au début du traité de concession. On a approuvé dernièrement le dernier compte-rendu, parce que chaque année, on fait un compte-rendu du traité de concession. Et aujourd'hui, on est contraint d'assumer une hausse de 16% des dépenses.
On est tous confrontés aux mêmes problématiques que vous, qu'on soit en milieu urbain, rural, périurbain, ville moyenne. On a une augmentation du coût des matériaux, on a une augmentation aussi des délais, bien sûr, pour faire intervenir les artisans. Et puis, les difficultés d'accès au crédit bancaire et autres, qui font que derrière, ça alourdit aussi les dépenses au niveau du traité de concession. Alors, c'est là qu'il faut qu'on soit inventif. Donc, tout à l'heure, je vous parlais des recettes. Vendre un immeuble à Toul, c'est pas le valoriser de la même manière que s'il est au centre-ville de Nancy, bien sûr, mais ça coûte le même prix. Donc, on a toujours des produits de cession qu'on estimait à hauteur de 1,7 million d'euros. On a toujours en tête la participation d'équilibre de la ville de Toul qui représente à peu près 70% du budget global de la concession d'aménagement. Mais sur les 3 années qui viennent de s'écouler, on a beaucoup travaillé et avec les partenaires pour pouvoir avoir des subventions qui viennent en face et qui viennent aussi absorber le déficit d'opération qu'on évoquait auparavant. Donc bien sûr, on a été bénéficiaire, on a obtenu 2 fonds friches qui représentent à peu près un volume de 700 000 € pour 4 immeubles. On a la région aussi qui nous accompagne, immeuble par immeuble, en fonction de l'avancement de leur réhabilitation. On a la DRAC, bien sûr, puisqu'on est sur un secteur qui présente cette sensibilité archéologique, donc à hauteur de 68 000, mais on en escompte un peu plus quand même. L'accompagnement aussi de PFGE aussi qui intervient, et on reviendra, on vous présentera une opération un peu en tiroir qu'on a imaginée pour réhabiliter un bien. Et puis, bien sûr, ça ne s'arrête jamais, ces recherches de subventions-là. On a la Fondation du patrimoine, et pourquoi pas également voir avec d'autres partenaires si c'est possible. Mais voilà, c'est vraiment un travail d'ingénierie, de recherche de subventions aussi qu'on met en œuvre pour, baisser un tout petit peu la note de la participation d'équilibre qui est supportée par la ville de Toul, et puis absorber cette augmentation des coûts et des dépenses. Je vous propose, après tout ça, c'est qu'on puisse un petit peu vous expliciter la mise en œuvre opérationnelle. Là, je vais intervenir M. Gallo, M. Vic. On va commencer par un des plus gros immeubles du traité de concession. On parlait tout à l'heure de 13 immeubles, mais le traité de concession est l'immeuble emblématique sur lequel on a vraiment beaucoup travaillé, et ce pourquoi on avait la maîtrise, puisque la ville de Toul l'a acquis à l'euro symbolique, c'est la porte de Metz, qui est un immeuble inscrit au monument historique, qui était un ancien commissariat et qui a fait l'objet d'un incendie en 2015. Et aujourd'hui, voilà, l'idée c'est de travailler sur toute la réhabilitation de cet immeuble-là, ce qui est un vrai projet. On n'est pas sur une simple réhabilitation, on est sur un projet de territoire. Enfin, on travaille comme ça aujourd'hui. Nicolas, je vais te laisser la parole, peut-être que tu en parles un peu plus. Bonjour à tous, Nicolas Guenot, directeur de projet CEBL Contest. Donc effectivement, la porte de Metz, c'est pas l'immeuble, on va dire, standard qu'il y a dans la concession d'aménagement, c'est plutôt l'immeuble emblématique. Donc c'est un monument historique du XVIIIe siècle qui faisait partie intégrante des remparts de Toul. Donc il y a eu une riche histoire qui s'est effectivement terminée il y a déjà quelques années, mais par un incendie. Voilà, en 2015, merci. Donc, ce qui a mis à mal en fait la structure du bâtiment parce qu'il a subi les intempéries pendant un certain nombre d'années. Donc, quand la ville a repris le dossier en main parce que le précédent propriétaire ne s'en occupait pas, il a d'abord fallu, donc via SEPL dans le cadre de la concession d'aménagement, mener un certain nombre d'études avant de pouvoir intervenir sur le bâtiment. Donc, c'est des études historiques, des études patrimoniales, des diagnostics sanitaires, diagnostics structurels, dans le but de répondre d'abord aux préconisations de la DRAC. Comme c'est un monument qui est classé, on est obligé de réaliser un certain nombre d'études avant d'envisager sa rénovation. Et dans le but également, c'est de connaître évidemment toutes les pathologies dont souffre le bâtiment. Et ensuite seulement, on a pu définir un projet architectural et déterminer une location future, donc qui sera le logement. Il est prévu 5 logements, on va avoir des diapos un petit peu après. Le programme de réhabilitation se déroule en 3 phases, sachant que dès début 2022, on a assuré le curage complet du bâtiment. C'est évidemment, comme il a brûlé, il s'est en partie effondré sur lui-même. Donc ce programme en 3 phases. La première s'est déroulée cette année par la pose du parapluie, qui est en fait, vous l'avez peut-être vu, je ne sais pas, mais c'est une toiture provisoire
permet d'assécher le bâtiment avant sa rénovation, qui est absolument nécessaire pour que on va dire, toute la maçonnerie du bâtiment s'assèche avant qu'on vienne faire un quelconque aménagement dessus. La deuxième tranche, on est en plein dedans, on va consulter les entreprises dans le mois qui vient. Et l'objectif, c'est de mener tous les travaux qui sont liés aux pathologies structurelles du bâtiment et à son statut de monument historique. Donc c'est essentiellement des travaux de maçonnerie. On a sur ce dossier-là une maîtrise d'œuvre spécifique avec un architecte du patrimoine. Et l'ensemble de ces travaux, il faut le noter, fait l'objet d'une autorisation de travaux de la part de la conservation des monuments historiques. Ce n'est pas soumis à permis de construire. Ce qui implique que depuis le début du projet, on a un partenariat très fort avec la DRAC. Et cette tranche-là sera suivie avec une nouvelle maîtrise d'œuvre qu'on est en train de recruter, de l'aménagement des logements, c'est-à-dire le clos, le couvert, l'aménagement intérieur et extérieur du bâtiment, en 2024. Sur la slide d'après, on a quelques images en fait, qui sont issues de l'étude architecturale pour montrer un petit peu l'esprit souhaité du type de rénovation, avec évidemment un coût de travaux qui s'élève à 3 millions d'euros. Donc c'est là qu'on voit que cet immeuble emblématique prend une bonne part de la concession d'aménagement. Une illustration de ce qui est souhaité, donc qui est issu de l'étude architecturale. L'objectif, c'est de faire 5 hectares. Donc là, on a besoin effectivement de professionnels du droit qui vont nous aider à trouver la formule pour amener à cette contrainte des propriétaires de réhabiliter leurs immeubles dégradés sous peine d'être expropriés. Donc bien sûr, toujours de l'incitatif, c'est quand même notre créneau, hein, on est vraiment au maximum dans l'accompagnement, et puis eh bien, une phase coercitive si on n'arrive pas à faire sortir les projets et la dégradation, à éliminer cette dégradation. Donc ça va être mis en œuvre, on a une réunion de travail ce mois-ci. Et on va travailler de près avec la direction départementale des territoires français. Et puis le point 5, j'en parlais tout à l'heure, donc on a été très incitatif au niveau de couleur de quartier avec les accompagnements jusqu'en 2021 de la région, maintenant de la communauté de communes terre-touloise sur les ravalements de façades en cœur médiéval. Et là, on a pris une délibération récemment concernant le ravalement de façade obligatoire. Donc on essaie de travailler par segment de périmètre. Donc on a une idée des périmètres que l'on va mettre dans cette action-là. Donc on a pris une délibération pour, donc la démarche est celle-là, d'approuver la demande d'inscription auprès du préfet. Et donc le point 2, donc le préfet nous autorise à être inscrit sur la liste départementale des villes autorisées à utiliser le droit d'injonction de ravalement. Et donc la prochaine étape, c'est de prendre un arrêté municipal pour actionner le dispositif sur les rues ciblées. Et on pense donc commencer par la rue de la Petite Boucherie, qui fera la suite du périmètre Croix de Fût, sur lequel on a des actions, concessions et au bail-rue, concentre vraiment beaucoup de travaux nécessaires. Voilà, moi je vais donc m'arrêter là pour passer la parole sur la taxe d'habitation sur les logements vacants. Alors, quelques mots, mais je ne vais pas Lionel, tu peux reprendre là, la main. Tu prends le cutter à la main. Donc les objectifs, donc nous avons passé une délibération. Je vais vous donner juste les grandes lignes et puis ce sera développé ensuite. Les objectifs de la délibération que nous avons prise en décidant donc de la taxe d'habitation sur les logements vacants était donc d'établir la réalité de la vacance, parce qu'effectivement on a des chiffres qui sont très différents entre INSEE, finances publiques, et donc de la définir cette vacance et notamment de voir un petit peu ce qui relevait du logement non adapté proposé à la population. Donc les données fiscales, ce serait 14% de locaux vacants. La taxe d'habitation est établie selon la valeur locative du bien par le taux d'imposition communale. On a une évaluation de 723 logements vacants avec une recette prévisionnelle, tout à fait prévisionnelle, me confirmera Benjamin probablement,
de 200 à 250 000 euros sur l'année. Voilà, et donc toute une campagne a été lancée, puisque avec notre opérateur, on a lancé toute une campagne pour en parler, pour bien informer les propriétaires. Donc on a sur tous les logements vacants, il y en avait 1600 propriétaires. On a envoyé des courriers à un tiers des propriétaires de manière à voilà, on ne pouvait pas tout absorber en même temps dans le retour. Et du coup, voilà, il y a des retours. Il y a pas mal de retours. Sur les 1600, je crois qu'on a quelque chose autour de 1000 retours. Voilà, je vais m'arrêter là pour voilà, vous évoquer un petit peu, je préciserai pour évoquer un petit peu les grandes lignes des actions mises en place dans le cadre de cette stratégie. On travaille aussi avec tout l'habitat qui a des bâtiments cœur de ville, donc on est sur une politique plurielle de l'habitat et du renouvellement urbain. Donc on va passer à la... Alexandra. Merci pour cette première présentation. Nous avons le temps de prendre 2 ou 3 questions avant de passer à la première table ronde, sachant que les 2 tables rondes vont aborder beaucoup plus en détail les propos qui ont été présentés à l'instant. Donc voilà, s'il y a des questions dans la salle, nous sommes présents pour y répondre, en tout cas les élus de la ville de Toul. Sinon, oui, monsieur Poisson. Oui, c'est plus une question pour les services fiscaux. Puisque aujourd'hui, vous avez une taxe d'imposition sur les logements vacants, qui est la taxe d'habitation de 18,57%. Est-ce que le fait de l'augmenter ne va pas... Est-ce qu'on peut l'augmenter pour ne toucher que les logements vacants? Puisque l'autre majorité des gens, ils sont exonérés. Je pense qu'on peut retenir la question pour la présentation qui va être faite et la table ronde. On retient, monsieur Poisson, en fait, la question que vous venez de poser, puisqu'en fait, on ne va pas anticiper la présentation qui va nous être faite. Peut-être que la réponse va vous être apportée lors de la présentation ou au sein de la table ronde. J'espère bien, parce que tant que j'y pense, je pose la question. Est-ce qu'il y a une autre question avant de passer à la première table ronde? Non? Eh bien, écoutez, si vous en êtes d'accord, je vous propose donc de passer à la première table ronde consacrée à la présentation du traité de concession d'aménagement qui va être illustré avec 3 projets urbains. Donc, j'appelle à cette table monsieur Pierre Vic, adjoint au directeur territorial Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse de l'EPF, GE, Pauline Barnier, chargée d'études EPF, GE, et Nicolas Guénaud, directeur de projet à la Société d'équipement du bassin lorrain pour la CEBL Grand Est. Merci. Je vais vous laisser ma place. Je vais vous laisser ma place, je reviendrai pour la deuxième table ronde. J'espère qu'on ne va pas vous endormir et que vous aurez plein de questions, parce que le but aussi c'est que ça soit interactif. Et une question suscite une autre question, donc il ne faut vraiment pas hésiter. C'est vraiment l'objectif du forum d'échange, c'est comme ça qu'on a imaginé le concept, voilà, pour qu'il y ait vraiment un échange, une interaction avec la salle, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Et puis si vous vous dites que ce n'est pas le bon format, on réfléchira à un nouveau format. Les enjeux qu'on a identifiés sur la ville de Toul et sur le centre-ville d'une ville moyenne, donc on est dans le cadre d'une population qui était vieillissante, précarisée. On a bien sûr de grosses préconisations en matière de patrimoine. On est sur un centre-ville historique, donc en termes de réhabilitation, ça prend toujours un peu plus de temps. Et il y a vraiment cet intérêt patrimonial à tenir compte. Et on a également une tramvière contrainte sur le centre-ville médiéval, c'est-à-dire avec des immeubles qui présentent des typologies avec pas ou peu d'espace vert, pas de place de stationnement, pas de garage, des choses comme ça.
Donc très clairement, on cumulait pas mal de caractéristiques qui n'étaient pas toujours favorables à une réhabilitation qui correspondait aux normes actuelles de n'importe quelle personne qui rechercherait une petite maison en centre-ville avec son jardin et son garage et sa place de stationnement. Et donc clairement, l'idée c'est d'avoir travaillé sur des immeubles qui ont été ciblés en 2017, donc via des tournées avec les aménageurs et notamment avec EPF. On était dans le cadre d'une convention centre-bourg qu'on avait signée avec EPF pour faire le tour un peu des différents immeubles du centre-ville et essayer d'identifier les immeubles qui présentaient l'état de dégradation le plus avancé. Donc voilà, là on a un panorama des 30 biens qui sont ciblés par les élus de la ville de Toul. Alors on a une partie des biens qui sont intégrés au traité de concession et il y a une partie des biens qu'on a ciblés en tant que ORI, donc opération de restauration immobilière, qui là vraiment sont plutôt sous le coup d'un gros accompagnement de l'opérateur au péage et après qui pourrait passer en procédure d'expropriation type ORI. Le traité de concession, donc voilà, il faut l'imaginer un peu sur un mode d'un marché public que la ville formule avec un besoin, des biens ciblés et un budget aussi pour permettre l'équilibre de l'opération. Je vous fais fi des bases réglementaires, mais on pourra vous retransmettre dans le cadre du club des documents ou autres sur lesquels on a travaillé aussi pour sécuriser vraiment un maximum au plan juridique et financier le traité de concession, parce que c'est un risque aussi pour la ville. La définition géographique du traité de concession, bon, on y est revenu avec Madame Dicondienne tout à l'heure, avec toujours ce périmètre évolutif. Alors, il est évolutif, certes, mais il faut toujours qu'on ait en tête qu'il y a un équilibre financier à respecter et que c'est plutôt des mètres carrés à réhabiliter aujourd'hui. On imagine des mètres carrés à réhabiliter, qu'on sort, qu'on fait rentrer. Et quelque part, il faut toujours qu'on tienne, je reviens de M. Guénaud, mais il faut toujours qu'on tienne l'équilibre financier du traité de concession. Voilà, tout à l'heure, je vous parlais du chiffre des 5,2 millions d'euros, qui sont vraiment les dépenses estimatives qu'on avait imaginées au début du traité de concession. On a approuvé dernièrement le dernier compte-rendu, parce que chaque année, on fait un compte-rendu du traité de concession. Et aujourd'hui, on est contraint d'assumer une hausse de 16% des dépenses. On est tous confrontés aux mêmes problématiques que vous, qu'on soit en milieu urbain, rural, périurbain, ville moyenne. On a une augmentation du coût des matériaux, on a une augmentation aussi des délais, bien sûr, pour faire intervenir les artisans. Et puis, les difficultés d'accès au crédit bancaire et autres, qui font que derrière, ça alourdit aussi les dépenses au niveau du traité de concession. Alors, c'est là qu'il faut qu'on soit inventif. Donc, tout à l'heure, je vous parlais des recettes. Vendre un immeuble à Toul, c'est pas le valoriser de la même manière que s'il est au centre-ville de Nancy, bien sûr, mais ça coûte le même prix. Donc on a toujours des produits de cession qu'on estimait à hauteur de 1,7 million d'euros. On a toujours en tête la participation d'équilibre de la ville de Toul qui représente à peu près 70% du budget global de la concession d'aménagement. Mais sur les 3 années qui viennent de s'écouler, on a beaucoup travaillé et avec les partenaires pour pouvoir avoir des subventions qui viennent en face et qui viennent aussi absorber le déficit d'opération qu'on évoquait auparavant. Donc bien sûr, on a été bénéficiaire, on a obtenu 2 fonds friches qui représentent à peu près un volume de 700 000 € pour 4 immeubles. On a la région aussi qui nous accompagne, immeuble par immeuble, en fonction de l'avancement de leur réhabilitation. On a la DRAC, bien sûr, puisqu'on est sur un secteur qui présente cette sensibilité archéologique, donc à hauteur de 68 000, mais on en escompte un peu plus quand même. L'accompagnement aussi de PFGE aussi qui intervient, et on reviendra, on vous présentera une opération un peu en tiroir qu'on a imaginée pour réhabiliter un bien. Et puis bien sûr, ça ne s'arrête jamais, cette charge de subvention-là, on a la Fondation du patrimoine, mais pourquoi pas également voir avec d'autres partenaires si c'est possible. Mais voilà, c'est vraiment un travail d'ingénierie, de recherche de subventions aussi qu'on met en œuvre pour, baisser un tout petit peu la note de la participation d'équilibre qui est supportée par la ville de Toul, et puis absorber cette augmentation des coûts et des dépenses. Je vous propose, après tout ça, c'est qu'on puisse un petit peu vous expliciter la mise en œuvre opérationnelle. Là, je vais intervenir M. Guénaud, M. Vic.
On va commencer par un des plus gros immeubles du traité de concession. On parlait tout à l'heure de 13 immeubles, mais le traité de concession est l'immeuble emblématique sur lequel on a vraiment beaucoup travaillé, et ce pourquoi on avait la maîtrise, puisque la ville de Toul l'a acquis à l'euro symbolique, c'est la porte de Metz, qui est un immeuble inscrit au monument historique, qui était un ancien commissariat et qui a fait l'objet d'un incendie en 2015. Et aujourd'hui, voilà, l'idée c'est de travailler sur toute la réhabilitation de cet immeuble-là, ce qui est un vrai projet. On n'est pas sur une simple réhabilitation, on est sur un projet de territoire. Enfin, on le travaille comme ça aujourd'hui. Nicolas, je vais te laisser la parole, peut-être que tu en parles un peu plus que moi. Bonjour à tous, Nicolas Guenot, directeur de projet de CEBL Contest. Donc effectivement, la porte de Metz, c'est pas l'immeuble, on va dire, standard qu'il y a dans la concession d'aménagement, c'est plutôt l'immeuble emblématique. Donc c'est un monument historique du XVIIIe siècle qui faisait partie intégrante des remparts de Toul. Donc il y a eu une riche histoire qui s'est effectivement terminée il y a déjà quelques années, mais par un incendie. Voilà, en 2015. Merci. Donc ce qui a mis à mal en fait la structure du bâtiment parce qu'il a subi les intempéries pendant un certain nombre d'années. Donc quand la ville a repris le dossier en main parce que le précédent propriétaire ne s'en occupait pas, il a d'abord fallu, donc via SEP dans le cadre de la concession d'aménagement, mener un certain nombre d'études avant de pouvoir intervenir sur le bâtiment. Donc c'est des études historiques, des études patrimoniales, des diagnostics sanitaires, diagnostics structurels, dans le but de répondre d'abord aux préconisations de la DRAC. Comme c'est un monument qui est classé, on est obligé de réaliser un certain nombre d'études avant d'envisager sa rénovation. Et dans le but également, c'est de connaître évidemment toutes les pathologies dont souffre le bâtiment. Et ensuite seulement, on a pu définir un projet architectural et déterminer une location future, donc qui sera le logement. Il est prévu 5 logements, on va avoir des diapos un petit peu après. Le programme de réhabilitation se déroule en 3 phases, sachant que dès début 2022, on a assuré le curage complet du bâtiment. C'est évidemment, comme il a brûlé, il s'est en partie effondré sur lui-même. Donc ce programme en 3 phases. La première s'est déroulée cette année par la pose du parapluie, qui est en fait, vous l'avez peut-être vu, je ne sais pas, mais c'est une toiture provisoire qui permet d'assécher le bâtiment avant sa rénovation, qui est absolument nécessaire pour que on va dire, toute la maçonnerie du bâtiment s'assèche avant qu'on vienne faire un quelconque aménagement dessus. La deuxième tranche, on est en plein dedans, on va consulter les entreprises dans le mois qui vient, et l'objectif, c'est de mener tous les travaux qui sont liés aux pathologies structurelles du bâtiment et à son statut de monument historique. Donc c'est essentiellement des travaux de maçonnerie. On a sur ce dossier-là une maîtrise d'œuvre spécifique avec un architecte du patrimoine. Et l'ensemble de ces travaux, il faut le noter, fait l'objet d'une autorisation de travaux de la part de la conservation des monuments historiques. C'est pas soumis à permis de construire. Ce qui implique que depuis le début du projet, on a un partenariat très fort avec la DRAC. Et cette tranche-là sera suivie avec une nouvelle maîtrise d'œuvre qu'on est en train de recruter, de l'aménagement des logements, c'est-à-dire le clos, le couvert, l'aménagement intérieur et extérieur du bâtiment, en 2024. Sur la slide d'après, on a quelques images en fait, qui sont issues de l'étude architecturale pour vous montrer un petit peu l'esprit souhaité du type de rénovation, avec évidemment un coût de travaux qui s'élève à 3 millions d'euros. Donc c'est là qu'on voit que cet immeuble emblématique prend une bonne part de la concession d'aménagement. Une illustration de ce qui est souhaité, donc qui est issu de l'étude architecturale. L'objectif, c'est de faire 5 habitations qualitatives, avec un accès individuel, et puis aussi un espace extérieur, qui seront en accession libre. Il n'y a pas de location de prévu. Et le plan de financement prévisionnel du réaménagement de cet immeuble est suivant. Donc on retrouve le chiffre de 3 millions d'euros, détaillé par phase. Donc la phase 1, nous avons achevé le curage et la pose du parapluie, je rappelle. Phase 2, la restauration qui va s'engager. Et la phase 3 qui va se poursuivre dans la foulée l'année prochaine.
donc pour un total de 3 73 000 €. Et au niveau des recettes, on voit qu'on a un déficit d'opération. Évidemment, les produits de cession ne couvrent pas les dépenses, parce que, comme le disait bien Alain Marotte, on est sur un marché qui est pas très porteur en matière d'immobilier, donc il ne peut pas couvrir les coûts de rénovation aujourd'hui. On a l'aide du Fonds Friche, on a l'aide de la région Grand Est et de la PAC. On espère encore avoir d'autres aides pour diminuer un maximum le déficit d'opération qui est d'1 421 000 € aujourd'hui. On peut passer sur un autre exemple. L'idée, là, on n'est pas dans une opération qui cherche absolument à s'équilibrer. Pour dézoomer un peu les choses et plus au plan à l'échelle de la ville de Toul, l'idée c'est de créer une offre qui n'existait pas, attirer aussi un nouveau type de population. La ville de Toul a beaucoup travaillé pour la réhabilitation de logements sociaux sur la partie vraiment de son centre-ville médiéval. Là, la Porte de Metz, c'est aussi un vecteur pour attirer cet autre type de population, peut-être de primo-accédants. Là, aujourd'hui, on a un petit peu communiqué sur les différentes phases du chantier, parce que pour les Toulois, la Porte de Metz, c'est un immeuble qui est très emblématique. Et en un simple article, par exemple, de la presse locale, on a déjà à peu près une vingtaine de personnes aussi qui se sont déjà portées volontaires pour acquérir le bien sans avoir aucune idée en fait du prix et ne serait-ce qu'avoir le détail de la typologie des logements qu'on va y créer. Et clairement, là, on peut se dire que sociologiquement, on est sur un profil de plus jeunes retraités qui habiterait dans le Toulois et qui serait propriétaire d'un bien, alors d'une maison qui est peut-être un peu trop grande parce que les enfants sont partis, les petits-enfants aussi viennent plus souvent à la maison, et donc cette typologie de personnes-là voudrait vendre son bien en espace périurbain pour pouvoir réinvestir le centre-ville. Voilà. Il faut aussi la réfléchir comme ça plutôt que uniquement sur la partie purement numéraire et équilibre financier. Sinon, on aurait proposé aux élus, si on avait voulu équilibrer les choses, une vraie rationalisation de l'espace, quand on regarde un peu les différents schémas, et avec 30, je dis des bêtises, monsieur le maire va me faire des gros yeux, mais avec 30 logements, ah, c'est très simple. Non, simplement la typologie, c'est vrai, c'est le type de logement que nous n'avons pas sur le centre-ville. Vous avez vu, on a du logement qui va de 80 à 220 mètres carrés avec jardin à chaque fois. Et on est sur un bâti de qualité, classé. Et c'est là qu'on attend aussi la DRAC, hein, parce que c'est bien facile d'imposer et de venir avec 63 000 € avec des surplus de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc là, une nouvelle fois, l'État était au rendez-vous avec le fonds Friche, etc. Mais les services du patrimoine ne le sont pas, avec, nous imposant, voilà, je regarde quelques maires dans la salle, vous savez comment ça se passe, et tout ça pour accoucher de 63 000 € sur un projet de 3 millions d'euros. Donc, on attend l'étape suivante, bien entendu. Et c'est là qu'on voit que si la puissance publique, la collectivité n'était pas allée sur ce bien classé monument historique tombait. Personne ne bougeait, quoi. Je rappelle que c'était un bien privé d'un promoteur immobilier lyonnais qui était en liquidation. Et puis, comme par hasard, ça a brûlé quelques jours avant les signatures. Et donc, la ville s'est portée acquéreur à l'euro symbolique, a touché les assurances, qui étaient de l'ordre de 60 et quelques mille euros. Vous voyez, avec ça, c'est même pas... je vais dire, c'est à peu près 2 côtés du parapluie. Hein, en gros, ça fait à peu près ça. Donc voilà, si vraiment la collectivité n'était pas allée sur ce bien classé monument historique, et c'est un bien qui tombait, purement et simplement. Et qui disparaissait, alors qu'elle fait partie, cette habitation fait partie intégrante de la fortification Vauban. Mais voilà, on va réussir à sortir un produit que nous n'avons pas sur le centre-ville, comme le disait Nathalie, pour une typologie de population que nous souhaitons voir revenir sur le centre-ville. Parce que l'extension de nos villes, avec ces zones pavillonnaires dans les années 60-70, toutes avec jardin, bien entendu, ça a vidé nos centres-villes de cette population de cadres ou de cadres moyens. Et on souhaite voir
se sentent réinvestis par cette typologie de population. Alors le gros problème, comme le disait Chantal tout à l'heure, que vous fassiez ce type de travaux à Nancy ou à Toul, c'est le même prix, mais le prix de sortie, bien entendu, à la vente, n'est pas du tout le même. On est sur un marché qui n'est pas tendu et qui n'a pas l'attractivité, bien entendu, de Nancy. Et c'est pour ça que les opérateurs privés que nous connaissons toutes et tous, où on voit fleurir des projets immobiliers sur Nancy et sa périphérie, ne sont pas intéressés par mon territoire, puisque la sortie de ces produits est très très loin de ce qu'ils pourraient faire comme marge sur l'agglomération de Nancy. Donc voilà, là c'est vraiment aussi ce que la concession d'aménagement nous permet de mettre en place. Et j'insiste, si nous n'y étions pas allés, ben voilà, il n'y aurait plus de biens aujourd'hui. Je souhaitais juste rajouter que pour SEBL, je pense que c'est l'immeuble emblématique qui concentre tous les problèmes de complexité, que ce soit technique, financier. Je pense que là, vraiment, on a un exemple type. Quand vous aurez réussi à sortir cet immeuble-là, je pense que c'est bon pour tout. Voilà. Je voulais dire ça parce que c'est quand, enfin, on se rend compte, et moi qui ne suis pas technicienne, je pense vraiment des difficultés en termes de technique bâtiment, enfin les pathologies bâtimentaires, etc. Enfin, c'est vraiment très complexe. Et puis dire, juste ajouter au propos de Monsieur le maire que la demande existe chez nous, parce que pour tendre nos avis régulièrement, et notamment au cours des réunions de quartier, mais cette demande existe, les gens nous demandent alors quand est-ce qu'on va sortir des immeubles de qualité. Les gens sont en attente d'appartements modernes, d'appartements avec des diagnostics énergétiques qui soient compatibles avec les normes actuelles d'une part, et puis qui permettent aussi d'envisager des coûts raisonnables des appartements. Donc je pense que les gens n'ont pas demandé le coût du bâtiment, enfin de l'appartement, mais ils sont prêts à investir pour revenir en ville. Les gens ont envie de revenir en ville, je crois, vraiment. Voilà. Je passe la parole pour cette place Croix de Fût. Oui, un tout petit complément par rapport à ce qui a été dit. Effectivement, on sait que le produit immobilier qui est concurrent de ce qu'on fait dans le centre-ville, finalement, c'est les maisons anciennes des années 70-80 qu'on va trouver dans les lotissements. Ça, c'est quelque chose qui est ressorti dans une étude de marché qu'on a faite. C'est un élément dont on n'a pas parlé, mais qui est important pour nous. C'est-à-dire que pour bien positionner la rénovation des immeubles, il faut qu'on sache vers quelle typologie aller et dans quel montant on se situe en termes de vente au mètre carré. Donc on a fait une étude de marché qui nous a expliqué justement que le produit concurrentiel, c'était la maison de lotissement des années 70. Ça n'a pas le même charme. L'enquête a été faite à la période Covid encore. Je pense qu'on la referait aujourd'hui, ou au moment de la sortie, je pense que ça aura déjà évolué. Mais ceci étant, ça influe quand même sur nos projets, parce que donc, vous l'avez vu sur la porte de Metz, on garantit à chaque logement un espace extérieur. On essaye de le faire aussi dans l'hypercentre, donc notamment cette place Croix de Fût que vous voyez, parce que c'est un immeuble qui n'a évidemment aucun espace extérieur, si ce n'est une minuscule courette de 4 mètres carrés. Voilà. Maison de centre-ville classique, voilà. On a une maison vraiment, ça peut être un certain nombre de projets sur la ville de même type. D'ailleurs, on en a plusieurs de ce même. Effectivement, c'est un modèle qu'on va essayer de dupliquer. Parce qu'il est typique. En fait, la maison est typique des biens qui constituent le périmètre de la concession d'aménagement, c'est-à-dire une emprise au sol très petite, mais 3 voire 4 étages, une façade qui n'est pas large du tout, un état très fortement dégradé. Et donc, la maîtrise foncière a été assurée par la ville de Toul par préemption. Donc, ensuite, il y a eu une mutation entre la ville et SEBL pour qu'on puisse intervenir. Donc, dans la démarche, on a d'abord fait évidemment un certain nombre de diagnostics pour bien connaître le bâtiment, pour pouvoir travailler ensuite dessus.
On a réalisé avec un architecte une étude capacitaire qui nous permet de nous questionner sur le logement qu'on veut voir, le ou les logements. Là, en particulier, le choix s'est porté pour une maison unifamiliale, donc ça sera une grande maison avec un garage au rez-de-chaussée. Et suite à cette étude capacitaire, on part sur une opération, on va dire, immobilière assez classique. On travaille avec un maître d'œuvre qui nous établit un projet, on consulte les entreprises et on fait les travaux. Donc on est actuellement en plein chantier de rénovation de ces places prévues. Et alors, je vous parlais tout à l'heure d'adapter le bâti pour essayer d'offrir des espaces extérieurs. Donc c'est ce qu'on fait sur ce bâtiment-là, c'est-à-dire que le pan de toiture ne donne pas sur la rue. Donc il est sur la partie arrière, celui où vous avez un beau parasol rose. C'est en fait une terrasse. Une terrasse qui fait, je ne sais plus de mémoire, une trentaine de mètres carrés. Donc au dernier étage. Ce qui permet d'offrir un bel espace extérieur. Et c'est quelque chose qui a été évidemment discuté avec la BF et validé au préalable. La maison fera 149 mètres carrés et les deux terrasses font 30 mètres carrés. Voici une cave, 40 mètres carrés. Donc une grande maison unifamiliale, mais sur plusieurs étages. D'un point de vue plan de financement prévisionnel, on est sur une opération qui va vers l'équilibre, à peu près. Donc, on retrouve les études préalables que j'ai mentionnées, la maîtrise d'œuvre, les travaux. Alors, les travaux sont quand même relativement chers, parce que c'est des rénovations qui sont très lourdes, c'est-à-dire qu'on doit même reconstituer tous les planchers. On récupère vraiment la carcasse du bâtiment. On refait les planchers, on s'assure que les murs mitoyens sont en bon état, parce qu'on est évidemment sur des murs mitoyens, mais on ne fait pas ce qu'on veut sur des murs mitoyens. On refait la toiture complète, donc c'est vraiment une opération qui est proche d'un coût, voire supérieur à un coût de construction. Il faut se dire aussi que les travaux qu'on met en œuvre, on cherche la qualité, on ne fait pas une rénovation au rabais, ce qui explique aussi le montant de 360 000 euros. Donc un total de dépenses de 411 000 euros. En face, on a le prix de vente estimé du bien, 234 000 euros, et puis deux subventions, le fonds friche et puis la région Grand Est au titre de la résorption des friches et des paysagères, qui nous génère encore un déficit d'opération de 46 000 euros. Peut-être pour conclure, je voudrais redire un mot sur la concession d'aménagement. Au-delà de sa définition juridique, je pense que c'est d'abord un outil, l'outil, on va dire, la réponse opérationnelle aux besoins de la ville de Toul, et qui donne deux grands avantages. D'abord, c'est d'avoir un appui en ingénierie, en fait. Et puis, deuxièmement, c'est de conserver la maîtrise du projet, parce que vraiment, c'est un copilotage que nous, on apprécie beaucoup. Entre la ville et SEBL, c'est pas SEBL qui fait des projets dans son coin, c'est vraiment pas l'esprit de la concession d'aménagement. Et ce qui permet aussi une vraie souplesse, alors ça on en a parlé, sur rajouter des biens, retirer des biens. L'idée fondamentale étant effectivement de ne pas bouleverser l'économie du marché, ça c'est classique dans les marchés publics, parce que ça reste un marché public, et puis évidemment rester dans l'esprit de l'opération, c'est-à-dire le développement du centre-ville. Est-ce que Alors, le dernier bien qu'on souhaitait montrer à titre d'exemple, c'est le 15 rue Baron Louis. Donc là, on va le faire à deux voix, je pense. Donc je dis juste un mot introductif. En fait, donc là, on est face à un bâtiment qui, bon, par exemple, un besoin de se dire, qui était sous arrêté de péril, qui commence à s'effondrer sur lui-même, qui cause des dégradations aux deux voisins, et qui pourtant a une très belle façade sur rue. Et c'est donc un bien, on a commencé par la mission classique, la maîtrise foncière, on pourrait le faire sans maîtrise foncière. On a été un petit peu à tâtons parce qu'on ne connaissait même pas le propriétaire, enfin, du moins on n'a pas de contact avec lui, on a réussi à le faire. Et face à l'ampleur du sujet, s'est posé la question de intervention de l'EPF Grand Est ou non. Et finalement, donc, les solutions coopératives ont été analysées, c'est-à-dire est-ce qu'on partait sous une maîtrise d'ouvrage, comme on a pu le voir pour cette place publique, la porte de Metz, ou est-ce qu'on travaille en partenariat avec l'EPF Grand Est. Et on a choisi cette voie. Merci Pierre-Luc, je représente bien entendu le PFGE.
dans cette opération effectivement un petit peu particulière au regard des deux autres, notre rôle est de venir en effet accompagner à la fois sur le plan technique et aussi sur le plan financier. Notre action, elle se fait bien entendu comme d'habitude en deux temps, parce que c'est un lien que l'on crée avec la collectivité et en l'espèce avec la SEBL qui est la concession. Contractualisation par une convention, puisque c'est un projet dont on a parlé pour la première fois ensemble en 2021. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans la phase où c'est le premier temps, c'est celui de l'EPF. Il y a le temps caché pour la SEBL pour la suite des opérations, mais aujourd'hui, dans ce premier temps que nous avons entamé déjà l'année dernière, pour recruter un maître d'œuvre et engager les travaux à compter de l'année prochaine. Donc, nous allons, dans ce cadre-là, réaliser l'opération, on va dire en deux temps, je ne dis pas en deux phases, puisque désormais l'opération se fait en une seule fois. Nous avons un long débat pour savoir, on ne le voit pas très bien derrière le très beau filet vert qui est sur la photo d'origine, mais de savoir si la façade devait être conservée. Aujourd'hui, on le sait, la façade n'a pas lieu d'être conservée. Un certain nombre d'éléments remarquables de la façade seront démontés, mis de côté et réinstallés lors de la construction de la nouvelle façade et du bâtiment qui viendra derrière. Donc, notre intervention dans ce premier temps, c'est celui de la sécurisation, parce que là encore, sur les photos, vous pouvez voir que autant si la partie avant semble globalement en bon état, la partie arrière est totalement effondrée sur elle-même. Donc nous ne pouvons pas intervenir pour opérer le curage et la déconstruction des ensembles sans prendre dans un premier temps une phase de sécurisation pour permettre ensuite à l'entreprise d'opérer vraiment la démarche initiale. Donc le calendrier, voilà, ce sera celui-ci. Nous sommes dans cette fin d'année dans la phase de recrutement des entreprises et à compter du début 2024 et tout au long de cette année, nous allons mener notre phase d'intervention avant que voilà, les SEBL n'interviennent derrière. Et là, sur un aspect, donc on y apporte notre aspect ingénierie, mais nous y apportons aussi l'aspect financier dans cette opération. On le voit dans toutes les opérations évoquées, c'est le nerf de la guerre. Et l'EPF a cet avantage de pouvoir proposer aux collectivités, sur cette phase des travaux, des clés de répartition, de prise en charge. Elle apparaît effectivement ici, donc nous avons des plafonds, et sur cette opération, qui coche plusieurs cases pour l'EPF, parce que c'est une opération qui va permettre de créer du logement. C'est une opération, comme ça a été évoqué, on avait une convention Centre-Bourg qui avait recensé un certain nombre de biens, donc participer à la reconquête du Centre-Bourg. Et donc cette opération, on pourrait en citer d'autres, la rue des Tanneurs qu'on a faite également, donc va permettre, par notre rapport et notre prise en charge de la partie des travaux de démolition, de permettre au niveau du budget de pouvoir atténuer le coût de cette opération. Donc on va dérouler, voilà, aujourd'hui je vous ai dit le planning, nos différents collaborateurs chargés d'études donc ont préparé la convention et l'analyse, et puis chargés d'opération qui vont mener l'ensemble de cette opération. Enfin, donc à partir de fin d'année 2024-2025, l'opération sera terminée, on pourra procéder à la phase de cession du foncier à SEBL pour pouvoir engager la phase de construction d'un nouveau bâtiment à cet endroit. Je voulais juste rajouter que voilà, nous avons effectivement c'est une opération assez innovante dans ce sens que voilà, plusieurs partenaires sont à nos côtés, PEG notamment, et également l'architecte des bâtiments de France, puisqu'il fallait vraiment prendre une position sur cette façade emblématique où il pouvait y avoir discussion. Donc on a pu trouver avec l'architecte des bâtiments de France
un arbitrage satisfaisant. Voilà. Juste pour donner un petit peu le prévisionnel à plus moyen et long terme, quand l'ensemble de l'unité foncière sera démolie et assainie, l'idée c'est de travailler éventuellement avec un porteur de projet privé pour qu'il puisse faire de la construction neuve derrière. Mais pas n'importe quelle construction, parce que là on va arriver à dégager près de 400 mètres carrés de terrain constructible sur un centre-ville. C'est intéressant. Sauf que derrière, on ne le cédera pas, et l'idée, c'est pas de le céder pour n'importe quel projet non plus. Donc on parle d'un cahier des charges qui va être créé et qui correspondra vraiment aux ambitions des élus de la ville de Toul. Alors, pour rien vous cacher, on commence déjà à en parler auprès de différents porteurs de projets, et en fonction un peu des différents rendez-vous qu'on peut avoir en mairie de Toul. Et voilà, à chaque fois, on essaye quand même déjà de commencer à valoriser bien pour avoir déjà un investisseur qui sera intéressé par l'entreprise. Oui, un mot pour dire qu'on essaye vraiment de faire du cas par cas pour chaque projet. Donc du cas par cas, on va dire dans le produit qu'on souhaite voir sortir, parce qu'en fait on parle de recyclage foncier, donc c'est un grand terme, mais finalement ça veut dire ce que ça veut dire. L'objectif c'est de remettre un bien immobilier sur le marché en bon état. Donc sur la manière de sortir ce produit, on essaie vraiment de faire du cas par cas parce qu'on n'a pas forcément vocation à faire tous les travaux de rénovation à chaque fois. Alors on le fait dès que c'est indispensable, comme sur les deux premiers projets présentés. Mais dès qu'on peut aller essayer de chercher l'initiative privée, on le fait. C'est très important. Alors soit sous la forme d'appel à projet, donc ce qui sera le cas là, sur ce site-là, parce que c'est pas la concession qui va aller construire des logements neufs. Soit même sur des bâtiments déjà existants, mais on n'a pas encore fait, mais c'est une possibilité dans le cadre desquels on ferait le minimum d'intervention pour sécuriser. En fait, on parle souvent de dérisquer les opérations, donc ça en fait partie. Donc on peut intervenir pour sécuriser un bien, ça peut être par exemple le curer, faire un minimum d'études, le désamianter s'il y a le cas, pour livrer, on va dire, une enveloppe correcte pour permettre après à l'investisseur de faire le travail. Pour résumer, je pense que un immeuble, un projet, c'est vraiment comme ça qu'on travaille. Avec tout un ensemble d'outils qui ne vont pas ressembler d'un immeuble à l'autre. Voilà. Donc ça c'est un premier point. Puis le recyclage foncier, oui, je pense qu'en période de zéro artificialisation nette, on prend notre part, très fortement dans le cadre de la loi climat et résilience, puisque effectivement on fait du recyclage foncier, on n'artificialise pas ailleurs, et ça représente des coûts conséquents, surtout sur une ville moyenne et dont les produits de sortie ne sont pas les mêmes que sur la métropole. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de dire en conclusion, mais Nathalie peut-être. Monsieur Le Maire. Je pense que l'initiative, vous l'avez évoqué, Monsieur le Maire, l'initiative publique, elle est sur ce type de bien aujourd'hui presque quasi indispensable pour lancer, on espère, un processus qui va devenir, tout le monde espère, vertueux. Et la porte de Metz, qui est en fait effectivement un emblème pour la ville de Toul, sa reconversion dans une typologie de logement qui n'est, en tout cas, qui manque sur votre territoire. D'autres opérations, on pense effectivement rue Baron Louis, si quelque chose se fait aussi un peu dans ce même esprit, ça peut, à un moment donné, en effet, inciter certains opérateurs qui, à un moment donné, ne souhaitaient pas y venir parce que n'y voyaient pas de marché et de rentabilité, soyons très clairs, financière, peuvent peut-être, à un moment donné, se dire finalement, il y a des gens qui sont intéressés, on peut peut-être avoir une rentabilité un peu moins, ou trouver, là encore, un accompagnement public, mais peut-être pas aussi important que celui que vous faites aujourd'hui dans ces premières étapes, parce que la charge, on l'a vu avec les chiffres, est effectivement très conséquente. Donc on peut espérer que cette action engagée depuis maintenant de nombreuses années, qui commence à se traduire par des actions concrètes, par des opérations, elle puisse
générer d'autres actions et avec d'autres acteurs. Donc, je m'adresse à vous maintenant au niveau de la salle. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants pour avoir un petit peu plus de détails, de précision? Est-ce que ça fait appel à des difficultés que vous rencontrez sur vos territoires? Oui, je vous demande de vous présenter juste avant de prendre la parole. Merci. Je vais essayer de parler plus fort, c'est pas grave. Je suis Ramazan Ardi, je suis directeur général des services de la ville de Lunéville. Alors j'avais 3 questions. La première, c'est le lien en fait entre la subdélégation de la compétence à la ville et ce montage-là, c'est-à-dire est-ce que ça aurait été possible hors de la subdélégation que vous avez sur le PRU ou sur la partie habitat? Ça c'est la première question. La deuxième question, je vois que la région intervient sur plusieurs des opérations qui sont portées par la commission d'aménagement. Donc j'ai bien compris, c'est au titre du fonds de révélation des friches. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui a été négocié avec la région opération par opération ou sur le montage global de l'opération? Et la troisième question, c'est par rapport aux différents immeubles que vous avez, est-ce que certains d'entre eux sont dotés de locaux commerciaux au rez-de-chaussée? Et si oui, comment est-ce que vous allez traiter la partie habitat, on va dire au niveau supérieur, et local commercial rez-de-chaussée, si le cas se présente évidemment? Je vais répondre à la dernière. Non, sur les trois biens. Pour répondre à la dernière question, c'est non. Je vais expliquer quand même un peu. Sur les 3 biens qui vous sont présentés, non, on n'est pas dans le périmètre commerçant de la ville. Et donc, il n'y a pas nécessité de réintroduction de commerce sur ce secteur. Donc, voilà. Donc on reste vraiment que sur de l'habitat pur. Et sur les 2 autres questions. Sur la région. Sur la subdélégation. Sur la région. Non, dans le cadre des comités de projet Action Cœur de Ville, on avait déjà commencé à balayer les fiches actions en parlant de la concession d'aménagement et auprès des différents financeurs, notamment la région. Et au tout début, quand on voit le chiffre énorme, 14 biens, 5 millions et quelques d'euros, enfin voilà, ça devient un peu difficile pour les partenaires de pouvoir se positionner, malgré le fait que ça soit quand même l'esprit aussi du traité de concession. Et au fur et à mesure en fait, de l'avancement de la maîtrise foncière, des études et autres, on a pu retravailler sur des plans de financement individualisés, immeuble par immeuble, et la région nous a demandé de travailler sur des demandes de subventions immeuble par immeuble. Donc là, à chaque fois, Nicolas fait des demandes de subventions. Et d'ailleurs, c'est le concessionnaire qui est bénéficiaire des subventions, c'est pas la ville de Toul, mais ce qui vient aussi en moins sur notre participation d'équilibre, on n'oublie pas à chaque fois. Et voilà, mais on est obligé de travailler immeuble par immeuble. En fait, si je comprends bien, il y avait une validation de la région globalement sur le projet, et puis derrière, vous y revenez à chaque fois pour récupérer les... C'est normalement tout l'intérêt de Cœur de Ville. Pour répondre à la première question, sur la question de la subdélégation, donc à chaque nouvel OPA qu'on met en œuvre Ville de Toul, la communauté de communes nous subdélègue la compétence, ce qui nous a permis derrière de pouvoir passer le traité de concession, sachant que la ville est toujours, la ville de Toul, alors malgré le fait qu'il y ait l'instauration d'un PLU intercommunal, la ville de Toul et maire de Toul est toujours déteneur de son droit de préemption, par exemple. Donc voilà, qu'on actionne, hein, ça pourrait être un des outils aussi qu'on aurait pu évoquer tout à l'heure. Voilà. Je ne sais pas, je regarde la communauté de communes et mes collègues, peut-être si vous vouliez peut-être en rajouter quelque chose. Moi, je pense que la réponse correspond tout à fait à ce qu'on a décidé ensemble, donc il n'y a pas de complément à ajouter. Mais la question c'était est-ce que ce serait possible s'il n'y avait pas cette subdélégation? Et alors, c'est où Je ne peux pas te répondre comme on n'est pas dans ce cas-là. Ça pourrait être monté par la communauté de communes, mais on a la maîtrise et on a quand même une certaine liberté et une réactivité probablement différente, puisque ça met un partenaire supplémentaire. On pourra rechercher quand même la réponse. Merci, Louis Jean-Pierre Couteau, je suis le
vice-président de la commune cartouloise, avec entre autres comme délégation l'habitat. Pour répondre non pas sur le plan politique, mais sur le plan méthodologie et stratégie, si on a fait cette opération au-delà de ce qu'Ald, c'est qu'on est en capacité de travailler ensemble main dans la main, c'est une première chose. Et après, il y a la possibilité de regarder quels sont les services et les compétences au sein de la communauté de communes et au sein de la ville. Alors là, je n'ai pas les éléments pour répondre. Il s'avère que nous, effectivement, on n'avait pas cette force de frappe sur le plan, surtout des plans humains et de la vision stratégique au niveau de la communauté de communes. Donc, il a été évident qu'on pouvait travailler qu'au mieux ensemble, de manière réactive et efficiente. Après, voilà, chez vous, je n'ai pas les éléments, mais c'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que la communauté de communes ou est-ce que la commune ont des services dédiés avec une compétence, une stratégie? Je crois que c'est le premier point à regarder. C'est vrai qu'une concession d'aménagement, elle doit être lancée par une collectivité compétente. Donc le contrat est rattaché à une compétence, donc c'est la collectivité qui a la compétence qui est censée lancer le contrat. Après, sur la partie financement, il y a une démarche qui me paraît vraiment importante. Donc, Nathalie Merol en a un peu parlé, c'est vraiment faire le tour de table des financeurs. C'est qu'on avait des réunions dédiées à ça, avec l'ensemble des subventionneurs, c'est bien ça qu'on cherche, potentiels autour de la table, où on a exposé les projets avant même d'avoir le premier dessin architecturaux. Il y avait également le département, il y avait également la sous-préfecture pour d'autres dispositifs que le fonds Friche. On a même questionné l'agence de l'eau, alors ça n'a pas marché avec tout le monde, parce qu'on ne les retrouve pas ici, mais on est content du dossier qui ont marché. Donc la région connaît depuis longtemps cette démarche et la concession d'aménagement, et maintenant on a bien ciblé ensemble le dispositif qui va bien, et on monte les dossiers à chaque lancement de rénovation. Il n'y a pas de quiproquo, hein. Si on ne voit pas le département et l'agence de l'eau là sur la concession d'aménagement, on les retrouve sur d'autres dispositifs, donc bien entendu. J'aimerais pas que des choses soient dites, bien entendu, et surtout, j'ai dit tout à l'heure, on ne signera plus qu'avec ceux qui nous aident, à l'agence de l'eau et le département, bien entendu, sont des partenaires importants à nos côtés, privilégiés dans le cadre de la rénovation du cœur de ville. Mais je pensais à d'autres opérateurs qui sont venus, même en poussant les gens pour être les premiers, au premier rang de la photo, de la signature de la convention, et après, terminé. On les a plus vus. Voilà. Et on était une quinzaine, et comme je disais tout à l'heure, pour terminer à peu près à 6 opérateurs qui sont opérateurs ou collectivités qui sont vraiment à nos côtés depuis le début. Ça fera de la place sur la photo suivante. La politique de renouvellement urbain, elle se joue aussi au milieu du renouvellement de la ville au dehors de l'habitat, et notamment sur les voiries, tout le travail qui a été fait par les services techniques, tous les aspects équipements publics, mobilité, les connexions, les parkings, et l'agence de l'eau qu'on a rencontrée ce matin nous apporte effectivement un soutien très très précieux sur ces aménagements en lien avec la transition écologique, puisque on joue complètement le jeu des désimperméabilisations de ces différents sites du voirie. Voilà. C'est vraiment transversal, hein. C'est toute la complexité d'ailleurs, hein, puisque voilà, c'est tout se joue, et l'attractivité, c'est pas le résultat que d'un bon logement, c'est le résultat d'un bon logement dans une belle ville, avec des arbres, avec des services, du commerce, qui fonctionne, de l'emploi, voilà, c'est tout un ensemble. Voilà. Nous retenons quand même une politique volontariste très forte au niveau de la ville de Toul, et pour avoir très volontaire et accepter un déficit d'opération à prendre en charge, parce que si une collectivité n'accepte pas un déficit d'opération, finalement c'est pas la peine de partir entre guillemets, si on peut se le dire comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, surtout dans la salle. Oui, monsieur Poisson. Non, alors, tout d'abord, je tiens à féliciter Éric Toul et M. Selbert. Accepter un déficit comme ça sur un projet, c'est phénoménal, je le dis, ça représente 45. Bienvenue pour cet après-midi de présentation, mais surtout d'échange.
puisqu'on est là pour donner les bonnes pratiques et leurs limites aux uns et aux autres, mais surtout les expériences, certes de la ville, mais aussi de Dieulouard, de Lunéville, et puis des autres communes présentes cet après-midi. Parce qu'on rencontre tous la même problématique. On l'a rencontré, on la rencontre, c'est le cas notamment pour la ville de Toul, qui n'avait pas rénové son centre historique, à la différence de Lunéville qui l'avait fait déjà il y a quelques décennies. Voilà seulement depuis quelques années que la ville se porte sur le centre-ville intramuros, la partie médiévale, puisque de grandes opérations ont eu lieu sur la périphérie, notamment dans le cadre de l'ANRU, une grosse opération de plus de 40 millions d'euros sur la ville haute qui a permis d'aérer et de moderniser ce quartier qui fait partie de ce que les uns et les autres on a pu connaître, c'est-à-dire l'extension de nos villes, extension parfois un peu anarchique, il faut bien le dire, sans grande réflexion urbaine non plus à ces moments-là, à ces périodes-là, ce qui fait que nos centres-villes se sont désertés petit à petit, et certains secteurs, et c'est le cas de quelques rues sur le centre-ville, sont devenus de vraies poches de paupérisation, tant au niveau de l'habitat, au niveau de la population résidente, et le dispositif Cœur de Ville, j'allais dire, est arrivé à point nommé. On aura l'occasion d'en reparler à plusieurs reprises tout au long de cet après-midi. Dispositif Cœur de Ville qui est arrivé et qui nous donne des expériences d'autres collectivités, mais aussi des outils supplémentaires pour essayer de lutter contre l'habitat indigne, contre la vacance, mais on aura l'occasion donc d'en échanger tout au long de l'après-midi. C'est une véritable politique de reconquête que nous avons souhaité mener avec la boîte d'outils mise à notre disposition, avec ses limites, comme je le disais il y a quelques instants, on aura l'occasion d'en reparler, mais au moins nous agissons, tout comme vous, dans vos communes respectives, et les résultats commencent à s'en faire sentir aujourd'hui. On a une expérience un petit peu originale avec la concession d'aménagement. Ça fera partie, je crois, de la deuxième ou de la première, je ne sais plus. La première table ronde, mais vous allez présenter ça tout à fait dans quelques minutes. Et vous donner ce retour d'expérience qui commence à être regardé. On a eu quelques visites de villes de la grande région, extérieure à notre département, sur justement cette concession d'aménagement. Bref, il y a du travail, il faut de la pugnacité, on sait bien que les choses ne peuvent pas se faire sur un mandat, c'est un travail de longue haleine, les moyens financiers ne sont pas toujours au rendez-vous, les dispositifs mis en place par l'État ne sont pas toujours adaptés aux réponses spécifiques locales, mais j'ouvre une petite parenthèse, qui est même une très grande parenthèse, parce que je remercie très chaleureusement et très sincèrement les différents services de l'État pour leur accompagnement, et plus particulièrement une personne, notre sous-préfet de l'arrondissement de Toul, qui d'ailleurs s'excuse de ne pouvoir être parmi nous cet après-midi, qui a été véritablement un moteur pour nous dans le cadre de cette reconquête. Et j'allais dire, malheureusement, les sous-préfets passent et les problèmes restent. J'espère que son successeur aura le même regard et la même volonté, la même pugnacité qu'il a eu durant son passage à Toul. Il n'est encore pas parti, c'est une question de semaines ou de mois, et nous profitons vraiment de sa présence, et je tiens à l'en remercier de tout ce qu'il a pu nous apporter comme concours très précieux. Donc voilà, les différents services de l'État, bien entendu, la DDT, qui au départ ne comprenait pas toujours ce que l'on souhaitait, mais qui aujourd'hui est vraiment le partenaire privilégié de nos différentes politiques, et qui a bien compris le sens de ce que l'on souhaitait mettre, c'est-à-dire réintégrer la mixité sociale sur le centre-ville, lutter contre l'habitat indigne, la reconquête urbaine, bien entendu, de nos centres anciens, mais aussi, et ça va de pair, le développement du commerce intramuros. Voilà, ce sont tous des dispositifs qu'on va vous présenter, et on est assez fiers de ce qui a pu être réalisé depuis quelques années, et on va vous donner la genèse un petit peu de tout cela.
C'est un moment d'échange, hein, surtout, donc il ne faudra surtout pas hésiter, dans le cadre des tables rondes, à se saisir de la parole pour pouvoir donner vos expériences positives, négatives, des choses qui avancent, des choses qui avancent moins vite, et ça, je crois qu'on en a tous à partager. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation, merci à Scalene d'avoir organisé cet après-midi sur une thématique auquel, je pense, on est tous sensibles. Merci Monsieur le maire. Bonjour à toutes et tous. Donc je me présente, Alexandra Poilevin, je suis directrice du pôle planification et projet à l'agence Scalene, et donc j'ai le plaisir d'animer ce forum d'échange cet après-midi avec vous. Donc ce forum s'inscrit dans le programme de rendez-vous annuel 2023 du club Transition et Résilience en 54. Donc ce club a vu le jour le 30 juin dernier, donc c'est un club qui a été récemment créé, lors d'un webinaire de lancement, après un peu plus d'un an de travaux préparatoires avec l'autre agence d'urbanisme du département, donc la GAP. C'est une démarche qui a été initiée par les deux agences, mais qui est soutenue et accompagnée par le département et l'État, qui sont à nos côtés depuis 18 mois maintenant. Leur volonté, notre volonté commune, collective, c'est de vous proposer un lieu d'échange, un lieu de mise en réseau pour valoriser vos actions, vos expériences, discuter les uns les autres des difficultés que vous rencontrez, comme l'a dit Monsieur Armand. Et vraiment, l'objectif, c'est vous aider à agir et à ne pas subir. Donc ce club est animé par les deux agences. Donc notre souhait, c'est de vous proposer chaque année deux cycles thématiques comportant pour chacun d'entre eux 2 temps. Donc il y aura toujours un webinaire introductif pour parler de la problématique et des enjeux sur le département Meurthe-et-Moselle. Et ensuite, un événement qui peut prendre la forme d'un forum d'échange ou toute autre forme. Donc là, ça va construire aussi avec vous, selon vos besoins, selon vos envies, je vais y revenir. Et en dehors de ces 2 cycles thématiques portés par les 2 agences d'urbanisme, n'importe quel territoire qui souhaite se saisir du club pour valoriser son projet, valoriser ses actions, partager son expérience ou discuter avec d'autres d'expériences pour pouvoir mettre en place après des actions, peut se saisir du club, peut se saisir de l'ingénierie locale, puisque à nos côtés nous avons aussi le CAUE, MMD et l'association des maires pour vous accompagner. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à venir vers nous et nous dire, nous on a une action qui a été mise en place, qui peut intéresser d'autres collectivités pour pouvoir proposer sous diverses formes. Ça peut être un webinaire, une visite de terrain, l'accueil en mairie, un café, ce que vous voulez. L'objectif, c'est vraiment d'aider tous les territoires du département à agir en faveur de la transition écologique. On vous proposera également, dans le cadre du club, régulièrement des actualités, des éclairages par rapport aux avancées territoriales, à partir d'analyses issues d'une plateforme Transition et Résilience qui a été présentée donc, lors du webinaire de lancement le 30 juin dernier, et où on aura une veille territoriale des actions mises en place par les territoires. Donc c'est quelque chose qui va se construire progressivement avec vous. Donc pour résumer, c'est vraiment une démarche qui, au niveau du département, est inédite, qui est locale. L'objectif recherché par l'État, le département, et pour lesquels nous avons été missionnés, c'est de vous informer, c'est de vous former, c'est de vous aider à transformer vos territoires pour faire face aux enjeux et répondre à l'enjeu de l'adaptation. Donc voilà, faciliter les synergies entre vous pour accélérer en fait, le passage collectif à l'action et créer un réseau d'entraide. Donc, comme je l'ai déjà dit ultérieurement, votre appui il est essentiel. Ce club-là, il a été imaginé, il a été pensé pour vous. Si les sujets que l'on vous propose ou si la forme tel que c'est aujourd'hui un forum d'échange ne vous convient pas ou vous dites que ça serait mieux de faire comme ça, nous sommes à votre écoute. L'objectif, c'est vraiment d'aider les territoires à avancer, à vous accompagner. C'est vraiment ce que l'on recherche dans ce collectif autour de l'État et du département. Donc n'hésitez pas à nous dire, le format que vous nous avez proposé aujourd'hui, c'est la première fois, c'est un forum d'échange, ne convient pas pour telle raison. On préférait, nous, élus du département, travailler comme ça avec vous. Enfin voilà, faites-nous remonter votre expérience et vos besoins, c'est très très important. Alors les informations sur les clubs, vous les trouvez sur le site web des 2 agences d'urbanisme. Donc, et puis vous avez un flyer à disposition sur la table qui permet, en fait, il y a un flashcode qui vous permet d'avoir un renvoi vers la page web de l'agence.
Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous sommes donc très heureux d'être accueillis par la ville de Toul, par Albert Armand, son maire, son équipe politique et technique, pour ce premier forum d'échange qui est consacré à la fiscalité de lutte contre la vacance à l'occasion de la sortie d'une publication que vous trouverez également sur la table, le financement des opérations de récupération du patrimoine bâti vacant et dégradé. Et donc j'en profite vraiment, Monsieur Armand, Madame Di Candia, pour vous remercier pour votre implication et votre disponibilité ces derniers mois pour préparer ce forum d'échange. Et puis aussi Nathalie Marolles, qui est donc chef de projet Action Cœur de Ville et Renouvellement Urbain, qui a été présente à nos côtés depuis quelques mois pour préparer ce forum d'échange. Alors cet après-midi, nous aurons une première table ronde sur la fiscalité de lutte contre la vacance dans une seconde partie d'après-midi avec le retour d'expérience des villes de Toul, de Dieuloir et de Lunéville. Mais au préalable, pour nourrir ces échanges cet après-midi, va vous être présentée la politique de renouvellement urbain de la ville de Toul, suivie d'une première table ronde sur le traité de concession d'aménagement. Donc, sans plus attendre, je vous laisse la parole, Monsieur Armand, Madame Di Candia, pour la présentation de la politique de renouvellement urbain. Merci beaucoup. Donc, assez rapidement, on va vous présenter cette politique de renouvellement urbain de la ville, mais avant, je voudrais dire aussi que les choses ont été facilitées et rendues possibles par une bonne entente territoriale. Vous savez que la compétence dans ce domaine est plutôt intercommunale et l'intercommunalité a su déléguer à la ville de Toul donc toute cette thématique sur le centre-ville. Et sans cela, c'est extrêmement compliqué. L'intercommunalité, avec ses visions et ses problématiques, dans un village de 80 habitants et dans une ville de 17 000, c'est pas du tout la même chose. Et a vite compris que la ville avait l'ingénierie, avait la volonté politique d'aller vite et assez fortement, et donc a su déléguer tout simplement cette compétence à la ville. Et je tiens encore à insister là-dessus et vraiment à remercier cette belle entente politique sur le territoire. Vous voyez comme quoi on n'a pas besoin d'être de la même influence politique, de la même sensibilité politique pour que les choses marchent parfaitement bien, et c'est vraiment le cas ici sur notre territoire. En fait, tout est né de la prise de position de la municipalité en 2017 dans le cadre d'une grande délibération. Ça a été la délibération la plus importante du mandat précédent, au mois de juin 2017, qui établissait la reconquête du centre historique, tant dans ses formes urbaines qu'au niveau de son habitat, qu'au niveau de toute la partie commerce que nous souhaitions investir. Et puis est arrivé, quelques semaines, quelques mois après, le dispositif national Cœur de Ville qui est arrivé à point nommé, si j'ose dire, car lorsque l'on a présenté cette délibération en 2017, on était déjà prêt sur bon nombre de dossiers, notamment sur les études, etc., qui avaient été menées les 2-3 années précédant cette délibération. Donc quand Cœur de Ville est arrivé, eh bien, on a démarré quasiment aussitôt quelques opérations, et ce qui fait qu'on a été peut-être un petit peu en avance par rapport à d'autres collectivités qui ont rattrapé, j'allais dire, ce petit retard par rapport à nous aujourd'hui, mais on a pu concrètement lancer des opérations dès le départ. Je vous fais grâce de l'évolution donc du dispositif Cœur de Ville que nous avons signé pour quelques-uns d'entre nous dans la salle. Petite ville de demain aujourd'hui pour d'autres, avec des avenants, etc. Beaucoup de monde autour de la table, peu d'élus à l'arrivée, j'allais dire. C'est facile de signer des conventions, mais lorsque... Enfin, j'en dirai pas plus, mais... voilà, quand on se retrouve à 15 ou 20 avec monsieur le préfet pour signer le dispositif national Cœur de Ville, tout le monde est tout feu tout flamme, j'allais dire, pour se retrouver qu'à 3-4 à la fin, où vraiment on est dans l'action très concrète, c'est-à-dire dans l'ingénierie ou dans les aides financières. C'est pas grave, prochain avenant, on saura qui inviter et surtout qui pas inviter, bien entendu. Nous avons élaboré, je ne sais pas si c'est la diapositive, voilà, c'est celle-ci. Donc l'objectif, c'est de reconquérir ce centre historique. Bien entendu,
mettant en place des différents dispositifs pour inciter les gens, et vous en êtes certainement rendu assez rapidement compte, quand on arrive au bout de toutes ces formes incitatives, on est obligé à un moment de passer aux formes coercitives, et c'est ce qu'on développera tout à l'heure notamment. 82 fiches actions ont été élaborées, 82 fiches actions, c'est ce qui vous est demandé dans le programme Cœur de Ville, 82 fiches très détaillées qui montrent les axes que l'on veut aborder et bien entendu la stratégie que nous devons mettre en place. Comme je vous le disais, donc, il y a déjà eu l'OPH-RU qui était là surtout pour inciter et pour accompagner les propriétaires notamment, les accompagner techniquement mais aussi financièrement, puisque toute la partie financière est assez incitative, même voire très incitative dans le cadre de ce OPH-RU. Et dans le cadre de cet OPH-RU, on a notamment un dispositif qui est nommé couleur de quartier, qui permet bien de donner un coup de peps sur le centre historique par le ravalement des façades, en se basant sur le nuancier du CAUE qui a été adopté dans le PLUI pour sortir des tons sable, voire blanc pour certains, voilà, donner de la couleur, redonner de la gaieté sur ce centre historique et qui en a bien besoin. Et la forme incitative est importante puisque les primes octroyées par la ville, ajoutées à l'aide de l'intercommunalité et des aides régionales, font que l'on arrive à des montants assez intéressants, voire même très intéressants, au-delà de 50% pour les propriétaires. La deuxième chose, c'est la mise en place de la concession d'aménagement. Lorsque tout a été mis en place sous forme incitative, que la forme coercitive ne marche pas véritablement non plus, eh bien on est parti sur un autre dispositif qui est cette fameuse concession d'aménagement pour se suppléer tout simplement à la carence des propriétaires qui ont abandonné, ni plus ni moins, leurs biens, et une trentaine d'îlots ou d'habitations ont été ciblés. Ça a eu un effet positif, parce que cette liste a été rendue publique, bien entendu, et certains propriétaires se sont réveillés à ce moment-là et ont repris leur bâton de pèlerin pour reprendre contact avec la collectivité pour pouvoir lancer, puisqu'ils n'avaient jamais rien fait jusque-là, lancer une opération de rénovation. Et du coup, la ville n'est pas là pour se mettre à la place de se substituer aux propriétaires. Si les propriétaires reprennent la main, la ville se retire, bien entendu, et vous verrez tout à l'heure, lorsqu'on va aborder la concession d'aménagement, toute la souplesse que la concession permet. On rentre des immeubles, mais on peut les sortir également assez rapidement si les propriétaires se manifestent de façon positive. Le permis de louer, bien là, on est plus sur un contrôle de ce qui est mis en location sur le marché. Et là, bien entendu, c'est un élément important sur lequel on souhaite tous aller, c'est-à-dire lutter contre l'habitat indigne et lutter, on est souvent face à des marchands de sommeil, et donc on souhaite lutter à cela. Et on vous donnera l'exemple de quelques villes qui ont mis en place depuis plus longtemps que nous. L'ORI, l'opération de restauration immobilière, là on est plutôt sur la contrainte forte auprès des propriétaires indélicats, et il y en a, vous en rencontrez très certainement aussi, et la taxe sur les logements vacants qu'on va aborder tout à l'heure de façon plus importante, qui permet de lutter contre la vacance de type structurel et conjoncturel. Et on va voir que la définition justement de la vacance, selon l'INSEE ou selon les services fiscaux, c'est pas toujours la même chose, et on est face à des chiffres qui n'ont rien à voir de l'un à l'autre, quasiment du simple double. Tout d'abord, on va donc vous parler de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, renouvellement urbain. Chantal. Voilà, donc oui, bonjour à tous. Donc, Chantal Dicantia, adjointe sur la reconquête cœur de ville et politique de l'habitat. Donc sur les différents axes d'action que nous menons, effectivement il y a une volonté très forte
d'actionner les dispositifs dans le cadre d'une stratégie globale. Et donc là, on va développer un petit peu les différents outils qu'on a mis en place, mais qui visent tous à la même chose, c'est bien la reconquête de notre cœur de ville. Alors, l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain n'est pas un outil nouveau, mais pour ce qui nous concerne, c'est important de savoir qu'on a donc eu, comme le disait Monsieur le maire, une subdélégation de la communauté de communes pour le centre-ville intramuros, de manière effectivement à mener une opération renforcée sur ce centre-ville intramuros. Hors centre-ville, c'est la communauté de communes d'Ertouloise qui reste maître d'ouvrage, et il se trouve que par un concours de circonstances, mais peut-être aussi parce que les planètes étaient alignées, que nous recherchions effectivement des compétences convergentes, nous avons le même opérateur, ce qui est quand même un élément extrêmement positif pour travailler de concert. Donc, ce programme multipartenarial, il est mené, comme son nom l'indique, avec notamment, bien sûr, le conseil départemental et l'Agence nationale de l'habitat, également avec Action Logement, avec lequel nous avons régulièrement des revues de projets, la région Grand Est, avec laquelle nous avons pu trouver des fonctionnements, et notamment la création d'un fonds commun, avec la ville de Toul pour alimenter sur le centre-ville médiéval des rénovations de logements en vue de récupération de la vacance et de classement énergétique plus favorable, c'est minimum. Donc un fonds commun qui a été créé et qui permet, comme le disait Monsieur le maire, de vraiment lever des freins à des rénovations. Donc ça, sur le PA et rue, nous avons également, donc, bien sûr, notre communauté de communes d'Ertouloise qui abonde sur notre centre-ville médiéval et dans le cadre de l'OPA et rue pour des primes de sortie de vacances, mais également donc sur un autre programme qui concerne plus le ravalement de façade, là aussi un outil assez ancien, mais qui sur notre centre-ville méritait des actions spécifiques. On en parlera un petit peu plus loin sur une opération particulière et plus coercitive. Donc des mobilisations importantes de fonds communaux, puisque nous y consacrons 150 000 € par an en moyenne, en aide directe aux usagers. C'est quand même, voilà, c'est de l'argent qui va directement vers nos habitants. Alors, on vous a mis un exemple de maison individuelle d'un propriétaire bailleur. Un certain nombre de partenaires ont aidé à la rénovation de cette maison individuelle très dégradée, parce qu'effectivement, selon que les habitats sont très dégradés, moins dégradés, etc., il y a toute une gestion administrative derrière qui classe les opérations, qui permet des subventions à hauteur différente. Et donc là, on voit que sur un programme à 163 000 €, eh bien, on a donc 11% à la charge complète de l'intéressé, 38% à la charge d'action, enfin, qui sont pris en charge par Action Logement, mais avec un prêt de 63 000 €. Donc voilà, il y a des prêts, bien sûr, mais très bonifiés, et surtout à l'heure actuelle, puisque les prêts Action Logement sont à 1,25%. Et puis, donc, le total subvention à la ville de Toul, la région et Action Logement, qui accordent des prêts mais aussi des subventions, est quand même à 51%. Donc des aides à hauteur de la moitié du budget, aides directes et non remboursables sur un projet comme celui-là. Voilà, sur l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain. Je ne sais pas, je pense qu'il y a d'autres opérations qui sont menées par les uns et les autres. Est-ce qu'il y a des questions sur l'opération, ou des remarques, ou des commentaires? Donc il y a un bilan tous les ans de nos actions et de nos objectifs atteints ou pas, etc. Donc je passe, il n'y a pas de question, à la concession d'aménagement, mais là je vais en parler de façon très courte, puisque notre concessionnaire va aussi intervenir tout à l'heure, avec d'ailleurs donc Nicolas Guénaud, directeur de projet, et M. Vic, directeur de PFGE, directeur adjoint de PFGE, vont pouvoir un petit peu exposer, dans le cadre de ce traité de concession,
des opérations assez innovantes qu'on a pu mettre en place. Donc le traité de concession que nous avons mis en place avec SEBL en 2020 est une délégation, donc là je vais vous redonner la définition, d'une opération d'aménagement par une personne publique compétente, donc en l'occurrence la commune de Toul. SEBL, après une mise en concurrence, SEBL a eu donc ce marché. Concrètement, c'est donc, et c'est ce qui est important, l'aménageur va assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux et des équipements. Il va réaliser les études, il va réaliser les acquisitions foncières des biens utiles à l'opération et il va commercialiser à l'issue de la remise en état des bâtiments la commercialisation des immeubles réhabilités. Donc cette concession, elle a une durée, on l'a signée pour une durée de 10 ans, 2020-2030. On est au bout de 3 ans, donc en plein dans le travail de fond. Nous avons une concession souple qui au départ comportait 12 immeubles fléchés dits prioritaires, très dégradés à l'abandon. Depuis, on en a rajouté, on en a enlevé. Aujourd'hui, on en a 13. On a pu donc en rajouter 2 et en doter de propriétaires occupants qui reprennent la main parce que, comme disait Monsieur le maire, si les privés reprennent la main, eh bien, nous, on n'a aucun intérêt à travailler sur les immeubles si le travail est fait par le secteur privé. Donc aujourd'hui, 4 immeubles sont acquis. Un bien nous a été cédé gracieusement par une succession, une famille qui a souhaité nous en léguer la propriété. Et puis 8 autres biens appartiennent à des propriétaires privés. Et cela peut être encore, ça peut encore être modifié en fonction des évolutions du marché privé ou la reprise en gestion de biens par certains propriétaires. Alors je vais peut-être passer la parole à Nathalie sur les aspects financiers, les dépenses et les recettes attendues. L'idée, c'est qu'on ne va pas vous assommer avec plein de chiffres et puis on rentrera dans le détail dans le cadre de la table ronde sur le traité de concession. Ce qu'il faut retenir, c'est le chiffre qui est tout en bas à droite, c'est-à-dire que les dépenses totales qui avaient été estimées par l'aménageur et la ville de Toul au début du contrat s'élevaient à 5,2 millions d'euros. Donc vous allez voir, on est à 3 ans aujourd'hui de fonctionnement de la concession d'aménagement, donc c'est un chiffre qui a un petit peu évolué. Alors, ça, c'est pas quelque chose que mes élus aiment entendre, mais derrière, à contrario, c'est qu'il y a un gros travail aussi sur la recherche de subventions. De manière très à l'origine en fait, de la concession d'aménagement, on était parti sur on a retravaillé les recettes et on a estimé que le produit de cession, c'est-à-dire la commercialisation de l'ensemble des biens qui auraient été réhabilités dans le cadre du traité de concession, s'élevait à 1,7 million d'euros. A contrario, pour pouvoir équilibrer la concession d'aménagement et retomber sur les 5,2 millions d'euros qu'on évoquait précédemment, il faut que la ville de Toul, à ce moment-là, fasse un gros effort et apporte une participation d'équilibre qui s'élève à 3,5 millions d'euros. Et c'est là que je vous dis, voilà le travail, on a beaucoup travaillé avec l'aménageur et aussi dans le cadre du partenariat Cœur de Ville qui permet aussi de mobiliser les partenaires, les collectivités locales, puisque on a bénéficié de subventions dont on en parlera durant la table ronde. L'autre dispositif qu'on a travaillé aussi, et tout s'imbrique, c'est-à-dire qu'on parle de l'OPA, on parle du traité de concession, on parle du permis loué, on reviendra sur les autres outils, mais tout ça s'imbrique et on se rend compte que chacun a ses limites aussi, et on essaie d'adapter aussi en fonction des immeubles et des projets et des problématiques qu'on peut rencontrer sur le centre-ville de Toul. Voilà, donc pour le travail numéro 3, le permis de louer, effectivement, nous l'avons travaillé dès le début du mandat, avec notamment l'Agence départementale d'information sur le logement, bien sûr notre service urbanisme qui travaille avec nous et qui aujourd'hui met en œuvre ce permis de louer, et puis notre opérateur,
qui a à ce moment-là été le centre d'amélioration du logement. Donc nous l'avons beaucoup travaillé pour définir comment, sur quel périmètre nous allions le mettre en place. Il y a beaucoup d'éléments juridiques qui étaient à travailler parce que c'est encore quelque chose de relativement récent, même si maintenant de plus en plus de villes s'en saisissent. Donc on l'a approuvé en conseil municipal en novembre 2020, et puis une période de communication a été nécessaire pendant 6 mois, comme la loi nous y oblige, avec les propriétaires, les agences. Voilà, on a fait plusieurs réunions publiques pour en parler. Et donc on l'a mis en application au 1er juin 2022, sachant que le permis de louer, l'autorisation préalable de mise en location a été retenue. Le permis de louer, ça peut prendre plusieurs formes. Nous, on a retenu effectivement l'autorisation avant mise en location. Donc, à chaque changement de locataire ou premier bail, ce permis de louer doit être demandé par un propriétaire qui met en location. Et contrairement à ce qu'on avait pensé au départ, on imaginait qu'il y aurait 60 permis de louer sur la première année. On a été bien au-delà des moyens qu'on avait d'ailleurs prévus. On est obligé de les renforcer, puisque dès les 6 premiers mois, on a eu 100 demandes de permis de louer. Ce qui nous laisse penser quand même qu'on a un taux de rotation plus important que ce qui était à l'époque évalué. Donc en novembre 2024, on va évaluer ce dispositif, qui est donc, nous on l'a mis en place au niveau d'Action Cœur de Ville comme un moyen, dans le cadre de cette stratégie globale. C'est le service urbanisme chez nous qui l'applique, et nous avons donc notre opérateur permis de louer qui reste le centre d'amélioration du logement, et qui, parce que nous le souhaitions aussi au niveau de la commune, fait systématiquement une visite des lieux. Parce que nous, un permis de louer sans visite, ça ne nous paraissait pas judicieux. Donc il y a tout un tas de diagnostics qui sont demandés au moment de la mise en location au propriétaire, mais donc il y a une visite des lieux qui s'impose, sauf si on a déjà vu le bien dans le temps, sauf, évidemment, on essaie d'agir intelligemment et pas être redondant. Pour les propriétaires qui pouvaient être inquiets, donc certains restent parfois un petit peu inquiets, mais d'autres y trouvent leur compte dans la mesure où c'est quand même un état des lieux qui, au moment de l'entrée d'un locataire dans son logement, reconnaît la décence d'un logement, puisque là on est vraiment parfaitement calé sur la notion de décence avec les textes, puisque le permis de louer c'est aligné avec les critères de décence. Voilà, donc on l'a mis en place sur le périmètre renforcé de la ville, donc toujours ce périmètre, on a fini par décider donc de ne l'appliquer que sur ce périmètre renforcé ville médiévale, et nous allons donc évaluer en novembre 2024 le dispositif, les chiffres, les retours, les commentaires positifs, négatifs, les améliorations, sachant que les premiers propriétaires viennent volontiers demander leur permis de louer, parce qu'ils marchent, les gens qui sont venus en réunion publique, on s'est rendu compte qu'ils venaient volontiers, ils se mettaient en règle avec les normes qui étaient demandées, mais que d'autres propriétaires ne font peut-être pas forcément la démarche, puisqu'on découvre, par exemple, dans le cadre de notre collaboration avec le département, qu'il y a un autre dispositif qui est géré par le département, qui n'est attribué effectivement que si, dans le cadre d'un contrat de bail, il y a des aides financières qui sont accordées, et on demande le permis de louer, et les gens n'ont pas le permis de louer. Donc ça veut dire qu'il y a des propriétaires qui louent sans ce permis de louer, et tout doucement on travaille, je dirais, plus sur le fond. Voilà ce que je peux dire sur le permis de louer. Une centaine, David, de l'année dernière. Cette année, je ne sais pas trop, 2022. On était sur 200 l'année dernière. 200 l'année dernière, pardon. 120 cette année pour l'instant. Et 120 cette année pour l'instant. On n'est pas à la fin de l'année. Voilà. Donc le dispositif numéro 4 mis qui va être mis en œuvre. On va être humble. Il s'agit donc de l'opération de restauration immobilière. On est très incitatif, comme le rappelait Monsieur le maire, très aidant financièrement sur le plan de l'ingénierie, mais on arrive aussi à nos limites à un moment donné, et on va être
qui n'évoluent pas comme on le souhaiterait. Alors, il va y avoir un groupe de travail, et on va travailler avec notre opérateur et dans un cadre juridique précis, parce que là, il s'agit donc pour la collectivité de déclencher une déclaration d'utilité publique. Donc là, on a besoin effectivement de professionnels du droit qui vont nous aider à trouver la formule pour amener à cette contrainte des propriétaires de réhabiliter leurs immeubles dégradés sous peine d'être expropriés. Donc bien sûr, toujours de l'incitatif, c'est quand même notre credo, hein, on est vraiment au maximum dans l'accompagnement, et puis eh bien, une phase coercitive si on n'arrive pas à faire sortir les projets et la dégradation, à éliminer cette dégradation. Donc ça va être mis en œuvre, on a une réunion de travail ce mois-ci. Et on va travailler de près avec la direction départementale des territoires français. Et puis le point 5, j'en parlais tout à l'heure, donc on a été très incitatif au niveau de couleur de quartier avec les accompagnements jusqu'en 2021 de la région, maintenant de la communauté de communes Terre-Touloise sur les ravalements de façades en cœur médiéval. Et là, on a pris une délibération récemment concernant le ravalement de façade obligatoire. Donc on essaie de travailler par segment de périmètre. Donc on a une idée des périmètres que l'on va mettre dans cette action-là. Donc on a pris une délibération pour, donc la démarche est celle-là, d'approuver la demande d'inscription auprès du préfet. Et donc le point 2, donc le préfet nous autorise à être inscrit sur la liste départementale des villes autorisées à utiliser le droit d'injonction de ravalement. Et donc la prochaine étape, c'est de prendre un arrêté municipal pour actionner le dispositif sur les rues ciblées. Et on pense donc commencer par la rue de la Petite Boucherie, qui fera la suite du périmètre Croix-de-Fût, sur lequel on a des actions, concessions et au bail rue, concentre vraiment beaucoup de travaux nécessaires. Voilà, moi je vais donc m'arrêter là pour passer la parole sur la taxe d'habitation sur les logements vacants. Alors, quelques mots, mais je ne vais pas Lionel, tu peux reprendre là, la main. Tu prends le cutter à la main. Donc les objectifs, donc nous avons passé une délibération. Je vais vous donner juste les grandes lignes et puis ce sera développé ensuite. Les objectifs de la délibération que nous avons prise en décidant donc de la taxe d'habitation sur les logements vacants était donc d'établir la réalité de la vacance, parce qu'effectivement on a des chiffres qui sont très différents entre INSEE, finances publiques, et donc de la définir cette vacance et notamment de voir un petit peu ce qui relevait du logement non adapté proposé à la population. Donc les données fiscales, ce serait 14% de locaux vacants. La taxe d'habitation est établie selon la valeur locative du bien par le taux d'imposition communale. On a une évaluation de 723 logements vacants avec une recette prévisionnelle, tout à fait prévisionnelle, me confirmera Benjamin probablement, de 200 à 250 000 euros sur l'année. Voilà, et donc toute une campagne a été lancée, puisque avec notre opérateur, on a lancé toute une campagne pour en parler, pour bien informer les propriétaires. Donc on a sur tous les logements vacants, il y en avait 1600 propriétaires. On a envoyé des courriers à un tiers des propriétaires de manière à voilà, on ne pouvait pas tout absorber en même temps dans le retour. Et du coup, voilà, il y a des retours. Il y a pas mal de retours. Sur les 1600, je crois qu'on a quelque chose autour de 1000 retours. Voilà, moi je vais m'arrêter là pour voilà, vous évoquer un petit peu, je préciserai les chiffres, pour évoquer un petit peu les grandes lignes des actions mises en place dans le cadre de cette stratégie. On travaille aussi avec tout l'habitat qui a des bâtiments cœur de ville, donc on est sur une politique plurielle de l'habitat et du renouvellement urbain.